Le vicomte de Bragelonne, partie 43, chapitre 182, chez la reine-mère. La reine-mère était dans sa chambre à coucher au palais royal avec madame de Motteville et la señora Molina. Le roi, attendu jusqu'au soir, n'avait pas paru. La reine, toute impatiente, avait envoyé chercher souvent de ses nouvelles. Le temps semblait être à l'orage. Les courtisans et les dames s'évitaient dans les antichambres et les corridors pour ne point se parler de sujets compromettants. Monsieur avait joint le roi dès le matin pour une partie de chasse. Madame demeurait chez elle, boudant tout le monde. Quant à la reine-mère, après avoir fait ses prières en latin, elle causait ménage avec ses deux amis en pur castillan. Madame de Motteville, qui comprenait admirablement cette langue, répondait en français. Lorsque les trois dames eurent épuisé toutes les formules de la dissimulation et de la politesse pour en arriver à dire que la conduite du roi faisait mourir de chagrin la reine-mère et toute sa parenté, lorsqu'on eut, en termes choisis, fulminé toutes les imprécations contre mademoiselle de la Vallière, la reine-mère termina les récriminations par ces mots pleins de sa pensée et de son caractère. « Estos hijos » dit-elle à Molina, c'est-à-dire « ces enfants ». Mot profond dans la bouche d'une mère, mot terrible dans la bouche d'une reine qui, comme Anne d'Autriche, scellait de si singuliers secrets dans son âme assombrie. « Oui, répliqua Molina, ces enfants, à qui toute mère se sacrifie. »« À qui, répliqua la reine, une mère a tout sacrifié. » Et elle n'acheva pas sa phrase. Il lui sembla, quand elle leva les yeux vers le portrait en pied du pâle Louis XIII, que son époux laissait une fois encore la lumière monter à ses yeux ternes, le courroux gonfler ses narines de toile. Le portrait s'animait. Il ne parlait pas, il menaçait. Un profond silence succéda aux dernières paroles de la reine. La Molina se mit à fourrager les rubans et les dentelles d'une vaste corbeille. Madame de Motteville, surprise de cet éclair qui avait illuminé simultanément d'intelligence le regard de la confidente et celui de la maîtresse, Madame de Motteville, disons-nous, baissa les yeux en femme discrète et, ne cherchant plus à voir, écouta de toutes ses oreilles. Elle ne surprit qu'un significatif de la duègne espagnole, image de la circonspection. Elle surprit aussi un soupir exhalé comme un souffle du sein de la reine. Elle leva la tête aussitôt. « Vous souffrez » dit-elle. « Non, Motteville, non. Pourquoi dis-tu cela ? Votre Majesté avait gémi. Tu as raison, en effet. Oui, je souffre un peu. Monsieur Vallaud est près d'ici, chez madame, je crois. »« Chez madame ? Pourquoi ? Madame a ses nerfs. »« Belle maladie. Monsieur Vallaud a bien tort d'être chez madame, quand un autre médecin guérirait madame. » Madame de Motteville leva encore ses yeux surpris. « Un médecin autre que monsieur Vallaud, dit-elle. Qui donc ? » ?»« Le travail, Motteville. Le travail. Ah, si quelqu'un est malade, c'est ma pauvre fille. » »« C'est aussi votre Majesté ? » ?»« Moins ce soir. Ne vous y fiez pas, madame. » Et, comme pour justifier cette menace de madame de Motteville, une douleur aiguë mordit la reine au cœur, la fit pâlir et la renversa sur un fauteuil avec tous les symptômes d'une pâmoison soudaine. « Mes gouttes, murmura-t-elle. « Prout, prout, répliqua la Molina, qui, sans hâter sa marche, alla tirer d'une armoire d'écaille dorée un grand flacon de cristal de roche et l'apporta ouvert à la reine. Celle-ci respira frénétiquement à plusieurs reprises et murmura : « C'est par là que le Seigneur me tuera. Soit faite par sa volonté sainte. » « On ne meurt pas pour un mal à voir, » ajouta la Molina en replaçant le flacon dans l'armoire.
Votre Majesté va bien, maintenant ? Demanda madame de Motteville. Mieux. Et la reine posa son doigt sur ses lèvres pour commander la discrétion à sa favorite. C'est étrange, dit après un silence madame de Motteville. Qu'y a-t-il d'étrange ? Demanda la reine. Votre Majesté se souvient-elle du jour où cette douleur apparut pour la première fois ? Je me souviens que c'était un jour bien triste, Motteville. Ce jour n'avait pas toujours été triste pour votre Majesté. Pourquoi ? Parce que, 23 ans auparavant, madame, Sa Majesté le roi régnant, votre glorieux fils, était né à la même heure. La reine poussa un cri, pencha son front sur ses mains et s'abîma durant quelques secondes. Était-ce souvenir ou réflexion ? Était-ce encore la douleur ? La Molina jeta sur madame de Motteville un regard presque furieux, tant il ressemblait à un reproche, et la digne femme, n'y ayant rien compris, allait questionner pour l'acquit de sa conscience, lorsque soudain Anne d'Autriche se levant. « Le 5 septembre, dit-elle. Oui, ma douleur apparut le 5 septembre. Grande joie un jour, grande douleur un autre jour. Grande douleur, ajouta-t-elle tout bas, expiation d'une trop grande joie. » Et, à partir de ce moment, Anne d'Autriche, qui semblait avoir épuisé toute sa mémoire et toute sa raison, demeura impénétrable, l'œil morne, la pensée vague, les mains pendantes. « Il faut nous mettre au lit, dit la Molina. Tout à l'heure, Molina. Laissons la reine, ajouta la tenace espagnole. Madame de Motteville se leva. Des larmes brillantes et grosses comme des larmes d'enfant coulaient lentement sur les joues blanches de la reine. Molina, s'en apercevant, darda sur Anne d'Autriche son œil noir et vigilant. « Oui, oui, reprit soudain la reine. Laissez-nous, Motteville. Allez. » Ce mot « nous » sonna désagréablement à l'oreille de la favorite française. Il signifiait qu'un échange de secrets ou de souvenirs allait se faire. Il signifiait qu'une personne était de trop dans l'entretien à sa plus intéressante phase. « Madame, Molina suffira-t-elle au service de votre Majesté ?» demanda la Française. « Oui, » répondit l'Espagnole. Et madame de Motteville s'inclina. Tout à coup, une vieille femme de chambre, vêtue comme elle l'était à la cour d'Espagne en 1620, ouvrit les portières. Et, surprenant la reine dans ses larmes, madame de Motteville dans sa retraite savante, la Molina dans sa diplomatie. « Le remède, le remède !» cria-t-elle joyeusement à la reine en s'approchant sans façon du groupe. « Quel remède, Chica ?» dit Anne d'Autriche. « Pour le mal de votre Majesté ?» répondit celle-ci. « Qui l'apporte ?» demanda vivement madame de Motteville. « Monsieur Vallaud ?»« Non, une dame de Flandre. »« Une dame de Flandre ? Une Espagnole ?» interrogea la reine. « Je ne sais. »« Qui l'envoie ? » ?»« Monsieur Colbert. »« Son nom ? » ?»« Elle ne l'a pas dit. »« Sa condition ? » ?»« Elle le dira. »« Son visage ? » ?»« Elle est masquée. »« Vois, Molina !» s'écria la reine. « C'est inutile, » répondit tout à coup une voix ferme et douce à la fois, partie de l'autre côté des tapisseries. Voix qui fit tressaillir les autres dames et frissonner la reine. En même temps, une femme masquée paraissait entre les rideaux. Avant que la reine eût parlé, « Je suis une dame du béguinage de Bruges, » dit la dame inconnue, « et j'apporte, en effet, le remède qui doit guérir votre Majesté. » Chacun se tut. La Béguine ne fit point un pas. « Parlez, » dit la reine. « Quand nous serons seuls, » ajouta la Béguine. Anne d'Autriche adressa un regard à ses compagnes. Celles-ci se retirèrent. La Béguine fit alors 3 pas vers la reine et s'inclina révérencieusement. La reine regardait avec défiance cette femme qui la regardait aussi avec des yeux brillants par les trous de son masque. « La reine de France est donc bien malade, » dit Anne d'Autriche, « que l'on sait, au béguinage de Bruges,
qu'elle a besoin d'être guérie ? Ne menacez point, reine, dit la Béguine avec douceur. Je suis venue à vous pleine de respect et de compassion. J'y suis venue de la part d'une amie. Prouvez-le donc, soulagez au lieu d'irriter. Facilement, et votre majesté va voir si l'on est son ami. Voyons, quel malheur est-il arrivé à votre majesté depuis 23 ans ? Mais, de grands malheurs, n'ai-je pas perdu le roi ? Je ne parle pas de ces sortes de malheurs. Je veux vous demander si, depuis la naissance du roi, une indiscrétion d'ami a causé quelque douleur à votre majesté. Je ne vous comprends pas, répondit la reine en serrant les dents pour cacher son émotion. Je vais me faire comprendre. Votre majesté se souvient que le roi est né le 3 septembre 1638 à 11h15 ? Oui, bégaya la reine. À 12h30, continua la Béguine, le dauphin, ondoyé déjà par monseigneur de Meaux sous les yeux du roi, sous vos yeux, était reconnu héritier de la couronne de France. Le roi se rendit à la chapelle du vieux château de Saint-Germain pour entendre le Te Deum. Tout cela est exact, murmura la reine. L'accouchement de votre majesté s'était fait en présence de feu, monsieur, des princes, des dames de la cour. Le médecin du roi, Bouvard, et le chirurgien Honoré se tenaient dans l'antichambre. Votre majesté s'endormit vers 3h jusqu'à 7h environ, n'est-ce pas ? Sans doute. Mais vous me récitez là ce que tout le monde sait, comme vous et moi. J'arrive, madame, à ce que peu de personnes savent. Peu de personnes, disais-je ? Hélas, je pourrais dire 2 personnes, car il y en avait 5 seulement autrefois, et, depuis quelques années, le secret s'est assuré par la mort des principaux participants. Le roi, notre Seigneur, dort avec ses pairs. La sage-femme, Péronne, l'a suivi de près. La porte est oubliée déjà. La reine ouvrit la bouche pour répondre. Elle trouva sous sa main glacée, dont elle caressait son visage, les gouttes pressées d'une sueur brûlante. Il était 8h, poursuivit la Béguine. Le roi soupait d'un grand cœur. Ce n'était autour de lui que joie, cris, rasades. Le peuple hurlait sous les balcons. Les Suisses, les mousquetaires et les gardes erraient par la ville, portés en triomphe par les étudiants ivres. Ces bruits formidables de l'allégresse publique faisaient gémir doucement dans les bras de madame de Haussac, sa gouvernante, le dauphin, le futur roi de France, dont les yeux, lorsqu'ils s'ouvriraient, devaient apercevoir 2 couronnes au fond de son berceau. Tout à coup, votre majesté poussa un cri perçant, et dame Péronne reparut à son chevet. Les médecins dînaient dans une salle éloignée. Le palais, désert à force d'être envahi, n'avait plus ni consigne ni garde. La sage-femme, après avoir examiné l'état de votre majesté, se récria, surprise, et, vous prenant en ses bras, éplorée, folle de douleur, envoya la porte pour prévenir le roi que sa majesté la reine voulait le voir dans sa chambre. La porte, vous le savez, madame, était un homme de sang-froid et d'esprit. Il n'approcha pas du roi en serviteur effrayé qui sent son importance et veut effrayer aussi. D'ailleurs, ce n'était pas une nouvelle effrayante que celle qu'attendait le roi. Toujours est-il que la porte parut, le sourire sur les lèvres, près de la chaise du roi, et lui dit « Sire, la reine est bien heureuse et le serait encore plus de voir votre majesté. » Ce jour-là, Louis XIII eut donné sa couronne à un pauvre pour un dieu gare. Gai, léger, vif, le roi sortit de table en disant, du ton que Henri IV eût pu prendre, « Messieurs, je vais voir ma femme. » Il arriva chez vous, madame, au moment où dame Péronne lui tendait un second prince, beau et fort comme le premier, en lui disant « Sire, Dieu ne veut pas que le royaume de France tombe en quenouille. » Le roi, dans son premier mouvement, sauta sur cet enfant et cria « Merci, mon Dieu !» La Béguine s'arrêta en cet endroit, remarquant combien souffrait la reine. Anne d'Autriche, renversée dans son fauteuil, la tête penchée, les yeux fixes, écoutait sans entendre et ses lèvres s'agitaient convulsivement pour une prière à Dieu ou pour une imprécation contre cette femme. « Ah, ne croyez pas que...
S'il n'y a qu'un dauphin en France, s'écria la Béguine, ne croyez pas que, si la reine a laissé cet enfant végéter loin du trône, ne croyez pas qu'elle fût une mauvaise mère. Oh non, il est des gens qui savent combien de larmes elle a versées. Il est des gens qui savent combien de larmes elle a versées. Il est des gens qui ont pu compter les ardents baisers qu'elle donnait à la pauvre créature en échange de cette vie de misère et d'ombre à laquelle la raison d'État condamnait le frère jumeau de Louis XIV. « Mon Dieu !» murmura faiblement la reine. « On sait, » continua vivement la Béguine, « que le roi, se voyant deux fils, tous deux égaux en âge, en prétention, trembla pour le salut de la France, pour la tranquillité de son État. On sait que monsieur le cardinal de Richelieu, mandé à cet effet par Louis XIII, réfléchit plus d'une heure dans le cabinet de Sa Majesté et prononça cette sentence. Il y a un roi né pour succéder à Sa Majesté. Dieu en a fait naître un autre pour succéder à ce premier roi, mais, à présent, nous n'avons besoin que du premier-né. Cachons le second à la France comme Dieu l'avait caché à ses parents eux-mêmes. Un prince, c'est pour l'État la paix et la sécurité. Deux compétiteurs, c'est la guerre civile et l'anarchie. La reine se leva brusquement, pâle et les poings crispés. « Vous en savez trop, dit-elle d'une voix sourde, puisque vous touchez au secret de l'État. Quant aux amis de qui vous tenez ce secret, ce sont des lâches, de faux amis. Vous êtes leurs complices dans le crime qui s'accomplit aujourd'hui. Maintenant, à bas le masque, ou je vous fais arrêter par mon capitaine des gardes. Oh, ce secret ne me fait pas peur. Vous l'avez eu, vous me le rendrez. Il se glacera dans votre sein. Ni ce secret, ni votre vie ne vous appartiennent plus à partir de ce moment. » Anne d'Autriche, joignant le geste à la menace, fit 2 pas vers la Béguine. « Apprenez, dit celle-ci, à connaître la fidélité, l'honneur, la discrétion de vos amis abandonnés. » Elle enleva soudain son masque. « Madame de Chevreuse !» s'écria la reine. « La seule confidente du secret, avec votre majesté. »« Ah !» murmura Anne d'Autriche. « Venez m'embrasser, duchesse. Hélas, c'est tuer ses amis que se jouer ainsi avec leur chagrin mortel. » Et la reine, appuyant sa tête sur l'épaule de la vieille duchesse, laissa échapper de ses yeux une source de larmes amères. « Que vous êtes jeune encore, dit celle-ci, d'une voix sourde. Vous pleurez. » Chapitre 133. 2 amis. La reine regarda fièrement madame de Chevreuse. « Je crois, dit-elle, que vous avez prononcé le mot heureuse en parlant de moi. Jusqu'à présent, duchesse, j'avais cru impossible qu'une créature humaine puisse se trouver moins heureuse que la reine de France. Madame, vous avez été, en effet, une mère de douleur. Mais, à côté de ces misères illustres dont nous nous entretenions tout à l'heure, nous, vieilles amies, séparées par la méchanceté des hommes, à côté, dis-je, de ces infortunes royales, vous avez les joies peu sensibles, c'est vrai, mais fort enviées de ce monde. »« Lesquelles ?» dit amèrement Anne d'Autriche. « Comment pouvez-vous prononcer le mot « joie », duchesse ? Vous qui, tout à l'heure, reconnaissiez qu'il faut des remèdes à mon corps et à mon esprit. » Madame de Chevreuse se recueillit un moment. « Que les rois sont loin des autres hommes, murmura-t-elle. Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'ils sont tellement éloignés du vulgaire qu'ils oublient pour les autres toutes les nécessités de la vie. Comme l'habitant de la montagne africaine qui, du sein de ses plateaux verdoyants, rafraîchis par les ruisseaux de neige, ne comprend pas que l'habitant de la plaine meurt de soif et de faim au milieu des terres calcinées par le soleil. » La reine rougit légèrement. Elle venait de comprendre. « Savez-vous, dit-elle, que c'est mal de nous avoir délaissés ? Oh, madame, le roi a hérité, dit-on, la haine que me portait son père. Le roi me congédierait s'il me savait au palais royal. Je ne dis pas que le roi soit bien disposé en votre faveur, duchesse, répliqua la reine. Mais moi,
Je pourrais, secrètement. La duchesse laissa percer un sourire dédaigneux qui inquiéta son interlocutrice. Du reste, se hâta d'ajouter la reine, vous avez très bien fait de venir ici. Merci, madame. Ne fût-ce que pour nous donner cette joie de démentir le bruit de votre mort. On avait dit effectivement que j'étais morte. Partout. Mes enfants n'avaient pas pris le deuil, cependant. Ah, vous savez, duchesse, la cour voyage souvent. Nous voyons peu messieurs d'Albert et de Luynes, et bien des choses échappent dans les préoccupations au milieu desquelles nous vivons constamment. Votre Majesté n'eût pas dû croire au bruit de ma mort. Pourquoi pas? Hélas, nous sommes mortels. Ne voyez-vous pas que moi, votre sœur cadette, comme nous disions autrefois, je penche déjà vers la sépulture? Votre Majesté, si elle avait cru que j'étais morte, devait s'étonner alors de n'avoir pas reçu de mes nouvelles. La mort surprend parfois bien vite, duchesse. Oh, votre Majesté, les âmes chargées de secrets comme celui dont nous parlions tout à l'heure ont toujours un besoin d'épanchement qu'il faut satisfaire d'avance. Au nombre des relais préparés pour l'éternité, on compte la mise en ordre de ces papiers. La reine tressaillit. Votre Majesté, dit la duchesse, saura d'une façon certaine le jour de ma mort. Comment cela? Parce que votre Majesté recevra le lendemain, sous une quadruple enveloppe, tout ce qui a échappé de nos petites correspondances si mystérieuses autrefois. Vous n'avez pas brûlé? S'écria Anne avec effroi. Oh, chère Majesté, répliqua la duchesse, les traîtres seuls brûlent une correspondance royale. Les traîtres? Oui, sans doute. Ou plutôt, ils font semblant de la brûler, la gardent ou la vendent. Mon Dieu! Et les fidèles, au contraire, enfouissent précieusement de pareils trésors. Puis, un jour, ils viennent trouver leur reine et lui disent « Madame, je vieillis, je me sens malade. Il y a danger de mort pour moi, danger de révélation pour le secret de votre Majesté. Prenez donc ce papier dangereux et brûlez-le vous-même. » Un papier dangereux? Lequel? Quant à moi, je n'en ai qu'un, c'est vrai, mais il est bien dangereux. Oh, duchesse, dites, dites! C'est ce billet, daté du 2 août 1644, où vous me recommandiez d'aller à Noisy-le-Sec pour voir ce cher et malheureux enfant. Il y a cela de votre main, madame. Cher, malheureux enfant. Il se fit un silence profond à ce moment. La reine sondait l'abîme. Madame de Chevreuse tendait son piège. Oui, malheureux. Bien malheureux, murmura Anne d'Autriche. Quelle triste existence a-t-il menée, ce pauvre enfant, pour aboutir à une si cruelle fin? Il est mort? S'écria vivement la duchesse avec une curiosité dont la reine saisit avidement l'accent sincère. Mort de consomption. Mort oubliée, flétrie, mort comme ces pauvres fleurs données par un amant et que la maîtresse laisse expirer dans un tiroir pour les cacher à tout le monde. Mort, répéta la duchesse avec un air de découragement qui eût bien réjoui la reine s'il n'eût été tempéré par un mélange de doute. Mort à Noisy-le-Sec? Mais oui, dans les bras de son gouverneur. Pauvre serviteur honnête, qui n'a pas survécu longtemps. Cela se conçoit, c'est si lourd à porter un deuil et un secret pareil. La reine ne se donna pas la peine de relever l'ironie de cette réflexion. Madame de Chevreuse continua. « Eh bien, madame, je m'informais, il y a quelques années, à Noisy-le-Sec même, du sort de cet enfant si malheureux. On m'apprit qu'il ne passait pas pour être mort. Voilà pourquoi je ne m'étais pas affligée tout d'abord avec votre Majesté. Oh, certes, si je l'eusse cru, jamais une allusion à ce déplorable événement ne fût venue réveiller les bien légitimes douleurs de votre Majesté. Vous dites que l'enfant ne passait pas pour être mort à Noisy? Non, madame. Que disait-on de lui, alors?
On disait, on se trompait sans doute. Dites toujours. On disait qu'un soir, vers 1645, une dame belle et majestueuse, ce qui se remarqua malgré le masque et la mante qui la cachaient, une dame de haute qualité, de très haute qualité sans doute, était venue dans un carrosse à l'embranchement de la route, la même, vous savez, où j'attendais des nouvelles du jeune prince, quand votre majesté daignait m'y envoyer. Eh bien, et que le gouverneur avait mené l'enfant à cette dame. Après, le lendemain, gouverneur et enfant avaient quitté le pays. Vous voyez bien, il y a du vrai là-dedans, puisqu'effectivement le pauvre enfant mourut d'un de ces coups de foudre qui font que, jusqu'à 7 ans, au dire des médecins, la vie des enfants tient à un fil. Oh, ce que dit votre majesté est la vérité. Nul ne le sait mieux que vous, madame. Nul ne le croit plus que moi. Mais admirez la bizarrerie. Qu'est-ce encore ? Pensa la reine. La personne qui m'avait rapporté ces détails, qui avait été s'informer de la santé de l'enfant, cette personne. Vous aviez confié un pareil soin à quelqu'un ? Oh, duchesse ! Quelqu'un de muet, comme votre majesté, comme moi-même. Mettons que c'est moi-même, madame. Ce quelqu'un, dis-je, passant quelque temps après en Touraine, reconnut le gouverneur et l'enfant, pardon, crut les reconnaître, vivant tous deux, gais et heureux et florissant tous deux, l'un dans sa verte vieillesse, l'autre dans sa jeunesse en fleurs. Jugez, d'après cela, ce que c'est que les bruits qui courent. Ayez donc foi, après cela, à quoi que ce soit de ce qui se passe en ce monde. Mais je fatigue votre majesté. Oh, ce n'est pas mon intention. Et je prendrai congé d'elle après lui avoir renouvelé l'assurance de mon respectueux dévouement. Arrêtez, duchesse. Causons un peu de vous. De moi ? Oh, madame, n'abaissez pas vos regards jusque-là. Pourquoi donc ? N'êtes-vous pas ma plus ancienne amie ? Est-ce que vous m'en voulez, duchesse ? Moi ? Mon Dieu, pour quel motif ? Serais-je venue auprès de votre majesté si j'avais sujet de lui en vouloir ? Duchesse, les ans nous gagnent. Il faut nous serrer contre la mort qui menace. Madame, vous me comblez avec ces douces paroles. Nul ne m'a jamais aimée, servie comme vous, duchesse. Votre majesté s'en souvient ? Toujours, duchesse, une preuve d'amitié. Ah, madame, tout mon être appartient à votre majesté. Cette preuve, voyons. Laquelle ? Demandez-moi quelque chose. Demandez ? Oh, je sais que vous êtes l'âme la plus désintéressée, la plus grande, la plus royale. Ne me louez pas trop, madame, dit la duchesse inquiète. Je ne vous louerai jamais autant que vous le méritez. Avec l'âge, avec les malheurs, on change beaucoup, madame. Dieu vous entende, duchesse. Comment cela ? Oui, la duchesse d'autrefois, la belle, la fière, l'adorée chevreuse, m'eût répondu ingratement « Je ne veux rien de vous ». Bénis soient donc les malheurs, s'ils sont venus, puisqu'ils vous auront changé, et que peut-être vous me répondrez « J'accepte ». La duchesse adoucit son regard et son sourire. Elle était sous le charme et ne se cachait plus. « Parlez, chère, dit la reine. Que voulez-vous ? Il faut donc s'expliquer, sans hésitation. Eh bien, votre majesté peut me faire une joie indicible, une joie incomparable. Voyons, fit la reine, un peu refroidie par l'inquiétude. Mais, avant toute chose, ma bonne chevreuse, souvenez-vous que je suis en puissance de fils comme j'étais autrefois en puissance de mari. Je vous ménagerai, chère reine. Appelez-moi Anne, comme autrefois. Ce sera un doux écho de la belle jeunesse. Soit, eh bien, ma vénérée maîtresse, Anne chérie. Sais-tu toujours l'espagnol ? Toujours. Demande-moi en espagnol alors. Voici.
Faites-moi l'honneur de venir passer quelques jours à Dampierre. » « C'est tout ?» s'écria la reine stupéfaite. « Oui. »« Rien que cela ? Bon Dieu, auriez-vous l'idée que je ne vous demande pas là le plus énorme bienfait ? S'il en est ainsi, vous ne me connaissez plus. Acceptez-vous ? » ?»« Oui, de grand cœur. »« Oh, merci. » »« Et je serai heureuse, continua la reine avec défiance, si ma présence peut vous être utile à quelque chose. »« Utile ?» s'écria la duchesse en riant. « Oh non, non, agréable, douce, délicieuse, oui, 1000 fois oui. C'est donc promis ? » ?»« C'est juré. » La duchesse se jeta sur la main si belle de la reine et la couvrit de baisers. « C'est une bonne femme, au fond, pensa la reine, et généreuse d'esprit. « Votre Majesté, reprit la duchesse, consentirait-elle à me donner 15 jours ? » ?»« Oui, certes. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que, dit la duchesse, me sachant en disgrâce, nul ne voulait me prêter les 100 000 écus dont j'ai besoin pour réparer Dampierre. Mais lorsqu'on va savoir que c'est pour y recevoir votre Majesté, tous les fonds de Paris afflueront chez moi. »« Ah !» fit la reine en remuant doucement la tête avec intelligence. 100 000 écus. Il faut 100 000 écus pour réparer Dampierre ? Tout autant. Et personne ne veut vous les prêter ? Personne. Je les prêterai, moi, si vous voulez, duchesse. Oh, je n'oserais. Vous auriez tort. Vrai ? Foi de reine. 100 000 écus, ce n'est réellement pas beaucoup. N'est-ce pas ? Non. Oh, je sais que vous n'avez jamais fait payer votre discrétion ce qu'elle vaut. Duchesse, avancez-moi cette table, que je vous fasse un bond sur M. Colbert. Non, sur M. Fouquet, qui est un bien plus galant homme. Paie-t-il ? S'il ne paie pas, je paierai. Mais ce serait la première fois qu'il me refuserait. La reine écrivit, donna la cédule à la duchesse et la congédia après l'avoir gaiement embrassée. Chapitre 134. Comment Jean de La Fontaine fit son premier conte. Toutes ces intrigues sont épuisées. L'esprit humain, si multiple dans ses exhibitions, a pu se développer à l'aise dans les 3 cadres que notre récit lui a fournis. Peut-être s'agira-t-il encore de politique et d'intrigue dans le tableau que nous préparons, mais les ressorts en seront tellement cachés que l'on ne verra que les fleurs et les peintures, absolument comme dans ces théâtres forains où paraît, sur la scène, un colosse qui marche, mu par les petites jambes et les bras grêles d'un enfant caché dans sa carcasse. Nous retournons à Saint-Mandé, où le surintendant reçoit, selon son habitude, sa société choisie d'épicuriens. Depuis quelque temps, le maître a été rudement éprouvé. Chacun se ressent au logis de la détresse du ministre. Plus de grandes et folles réunions. La finance a été un prétexte pour Fouquet, et jamais, comme le dit spirituellement Gourville, prétexte n'a été plus fallacieux. De finance, pas l'ombre. Monsieur Vatel s'ingénie à soutenir la réputation de la maison. Cependant, les jardiniers, qui alimentent les offices, se plaignent d'un retard ruineux. Les expéditionnaires de vin d'Espagne envoient fréquemment des mandats que nul ne paie. Les pêcheurs que le surintendant gage sur les côtes de Normandie supputent que, s'ils étaient remboursés, la rentrée de la somme leur permettrait de se retirer à terre. La marée, qui, plus tard, doit faire mourir Vatel, la marée n'arrive pas du tout. Cependant, pour le jour de réception ordinaire, les amis de Fouquet se présentent plus nombreux que de coutume. Gourville et l'abbé Fouquet causent finance, c'est-à-dire que l'abbé emprunte quelques pistoles à Gourville. Pélisson, assis les jambes croisées, termine la péroraison d'un discours par lequel Fouquet doit rouvrir le Parlement. Et ce discours est un chef-d'œuvre parce que Pélisson le fait pour son ami, c'est-à-dire qu'il y met tout ce que, certainement, il n'irait pas chercher pour lui-même. Bientôt, se disputant sur les rimes faciles, arrivent du fond du jardin Loret et La Fontaine. Les peintres et les musiciens se dirigent à leur tour du côté de la salle à manger. Lorsque 8 heures sonneront, on soupera.
Le surintendant ne fait jamais attendre. Il est 7h30. L'appétit s'annonce assez galamment. Quand tous les convives sont réunis, Gourville va droit à Pélisson, le tire de sa rêverie et l'amène au milieu d'un salon dont il a fermé les portes. « Eh bien, dit-il, quoi de nouveau ?» Pélisson, levant sa tête intelligente et douce. « J'ai emprunté, dit-il, 25 000 livres à ma tante. Les voici en bon de caisse. »« Bien, répondit Gourville, il ne manque plus que 195 000 livres pour le premier paiement. »« Le paiement de quoi ?» demanda La Fontaine, du ton qu'il mettait à dire. « Avez-vous lu Baruch ?»« Voilà encore mon distrait, dit Gourville. Quoi, c'est vous qui nous avez appris que la petite terre de Corbeil allait être vendue par un créancier de M. Fouquet. C'est vous qui avez proposé la cotisation de tous les amis d'Épicure. C'est vous qui avez dit que vous feriez vendre un coin de votre maison de Château-Thierry pour fournir votre contingent, et vous venez dire aujourd'hui, le paiement de quoi ? Un rire universel accueillit cette sortie et fit rougir La Fontaine. Pardon, dit-il, c'est vrai, je n'avais pas oublié. Oh, non, seulement, tu ne te souvenais plus, répliqua Loret. Voilà la vérité. Le fait est qu'il a raison. Entre oublier et ne plus se souvenir, il y a une grande différence. Alors, ajouta Pélisson, vous apportez cet obol, prix du coin de terre vendu ? Vendu ? Non. Vous n'avez pas vendu votre clos ? Demanda Gourville étonné, car il connaissait le désintéressement du poète. Ma femme n'a pas voulu, répondit ce dernier. Nouveau rire. Cependant, vous êtes allé à Château-Thierry pour cela, lui fut-il répondu. Certes, et à cheval. Pauvres gens. 8 chevaux différents. J'étais roué. Excellent ami. Et là-bas, vous vous êtes reposé ? Reposé ? Ah bien, oui, là-bas, j'ai eu bien de la besogne. Comment cela ? Ma femme avait fait des coquetteries avec celui à qui je voulais vendre la terre. Cet homme s'est dédit. Je l'ai appelé en duel. Très bien, dit le poète. Et vous vous êtes battu ? Il paraît que non. Vous n'en savez donc rien ? Non, ma femme et ses parents se sont mêlés de cela. J'ai eu un quart d'heure durant l'épée à la main, mais je n'ai pas été blessé. Et l'adversaire ? L'adversaire non plus. Il n'était pas venu sur le terrain. C'est admirable, s'écria-t-on de toutes parts. Vous avez dû vous courroucer. Très fort. J'avais gagné un rhume. Je suis rentré à la maison et ma femme m'a querellé. Tout de bon ? Tout de bon. Elle m'a jeté un pain à la tête, un gros pain. Et vous ? Moi ? Je lui ai renversé toute la table sur le corps et sur le corps de ses convives. Puis je suis remonté à cheval et me voilà. Nul n'eût su tenir son sérieux à l'exposé de cet héroïde comique. Quand l'ouragan des rires se fut un peu calmé, « Voilà tout ce que vous avez rapporté, dit-on à La Fontaine. Oh, non pas, j'ai eu une excellente idée. Dites, avez-vous remarqué qu'il se fait en France beaucoup de poésie badine ? Mais oui, répliqua l'Assemblée. Et que, poursuivit La Fontaine, il ne s'en imprime que fort peu. Les lois sont dures, c'est vrai. Eh bien, marchandise rare est une marchandise chère, ai-je pensé. C'est pourquoi je me suis mise à composer un petit poème extrêmement licencieux. Oh oh, cher poète, extrêmement grivois. Oh oh, extrêmement cynique. Diable, diable. J'y ai mis, continua froidement le poète, tout ce que j'ai pu trouver de mots galants. Chacun se tordait de rire, tandis que ce brave poète mettait ainsi l'enseigne à sa marchandise. Et, poursuivit-il, je m'appliquais à dépasser tout ce que Boccace, Larétin et autres maîtres ont fait dans ce genre. Bon Dieu, s'écria Pélisson, mais il sera damné. Vous croyez ? Demanda naïvement La Fontaine. Je vous jure que je n'ai pas fait cela pour moi, mais uniquement pour monsieur Fouquet. Cette conclusion mirifique mit le comble à la satisfaction des assistants. Et j'ai vendu cet opuscule 800 livres la première édition, s'écria La Fontaine en se frottant les mains. Les livres de piété s'achètent moitié moins.
Il eût mieux valu, dit Gourville en riant, faire 2 livres de piété. C'est trop long et pas assez divertissant, répliqua tranquillement La Fontaine. Mais 800 livres sont dans ce petit sac. Je les offre. Et il mit, en effet, son offrande dans les mains du trésorier des épicuriens. Puis ce fut au tour de Loret, qui donna 150 livres. Les autres s'épuisèrent d'eux-mêmes. Il y eut, compte fait, 40 000 livres dans l'escarcelle. Jamais plus généreux deniers ne résonnèrent dans les balances divines où la charité pèse les bons cœurs et les bonnes intentions contre les pièces fausses des dévots hypocrites. On faisait encore tinter les écus quand le surintendant entra, ou plutôt se glissa dans la salle. Il avait tout entendu. On vit cet homme qui avait remué tant de milliards, ce riche qui avait épuisé tous les plaisirs et tous les honneurs, ce cœur immense, ce cerveau fécond qui avait, comme 2 creusets avides, dévoré la substance matérielle et morale du premier royaume du monde, on vit Fouquet dépasser le seuil avec les yeux pleins de larmes, tremper ses doigts blancs et fins dans l'or et l'argent. « Pauvre aumône, dit-il, d'une voix tendre et émue, tu disparaîtras dans le plus petit des plis de ma bourse vide, mais tu as empli jusqu'au bord ce que nul n'épuisera jamais. Mon cœur, merci, mes amis, merci. » Et, comme il ne pouvait embrasser tous ceux qui se trouvaient là et qui pleuraient bien aussi un peu, tout philosophes qu'ils étaient, il embrassa La Fontaine en lui disant « Pauvre garçon qui s'est fait battre pour moi par sa femme et damné par son confesseur. »« Bon, ce n'est rien, répondit le poète. Que vos créanciers attendent 2 ans, j'aurais fait 100 autres comptes qui, à 2 éditions chacun, payeront la dette. » Chapitre 135. La Fontaine, négociateur. Fouquet serra la main de La Fontaine avec une charmante effusion. « Mon cher poète, lui dit-il, faites-nous 100 autres comptes, non seulement pour les 80 pistoles que chacun d'eux rapportera, mais encore pour enrichir notre langue de 100 chefs-d'œuvre. »« Oh oh !» dit La Fontaine en se rengorgeant. « Il ne faut pas croire que j'ai seulement apporté cette idée et ces 80 pistoles à monsieur le surintendant. »« Oh, mais, s'écria-t-on de toutes parts, monsieur de La Fontaine est en fonds aujourd'hui. »« Béni soit l'idée, si elle m'apporte 1 ou 2 millions, dit gaiement Fouquet. »« Précisément, répliqua La Fontaine. »« Vite, vite, cria l'assemblée. »« Prenez garde, dit Pélisson à l'oreille de La Fontaine. Vous avez eu grand succès jusqu'à présent, n'allez pas lancer la flèche au-delà du but. Nenni, monsieur Pélisson, et vous qui êtes un homme de goût, vous m'approuverez tout le premier. Il s'agit de millions, dit Gourville. J'ai là 1500 000 livres, monsieur Gourville. Et il frappa sa poitrine. Au diable, le Gascon de Château-Thierry, cria Loret. Ce n'est pas la poche qu'il fallait toucher, dit Fouquet, c'est la cervelle. Tenez, ajouta La Fontaine, monsieur le surintendant, vous n'êtes pas un procureur général, vous êtes un poète. C'est vrai, s'écrièrent Loret, Conrart et tout ce qu'il y avait là de gens de lettres. Vous êtes, dis-je, un poète et un peintre, un statuaire, un ami des arts et des sciences. Mais, avouez-le vous-même, vous n'êtes pas un homme de robe. Je l'avoue, répliqua en souriant M. Fouquet. On vous mettrait de l'académie que vous refuseriez, n'est-ce pas? Je crois que oui, n'en déplaise aux académiciens. Eh bien, pourquoi, ne voulant pas faire de l'académie, vous laissez-vous aller à faire partie du Parlement? Oh, oh, dit Pélisson, nous parlons politique. Je demande, poursuivit La Fontaine, si la robe sied ou ne sied pas à monsieur Fouquet. Ce n'est pas de la robe qu'il s'agit, riposta Pélisson, contrarié des rires de l'assemblée. Au contraire, c'est de la robe, dit Loret. Ôtez la robe au procureur général, dit Conrart. Nous avons monsieur Fouquet, ce dont nous ne nous plaignons pas. Mais comme il n'est pas de procureur général sans robe, nous déclarons, d'après monsieur de La Fontaine, que certainement la robe est un épouvantail. Fungit risus leporesque, dit Loret.
Les ris et les grâces, fit un savant. Moi, poursuivit Pélisson gravement, ce n'est pas comme cela que je traduis les poros. Et comment le traduisez-vous demanda La Fontaine. Je le traduis ainsi. Les lièvres se sauvent en voyant monsieur Fouquet. Éclat de rire, dont le surintendant prit sa part. Pourquoi les lièvres objecta Conrart, piqué. Parce que le lièvre sera celui qui ne se réjouira point de voir monsieur Fouquet dans les attributs de sa force parlementaire. Oh oh murmurèrent les poètes. Co non ascendam, dit Conrart, me paraît impossible avec une robe de procureur. Et à moi, sans cette robe, dit l'obstiné Pélisson. Qu'en pensez-vous, Gourville? Je pense que la robe est bonne, répliqua celui-ci. Mais je pense également qu'1,5 million vaudrait mieux que la robe. Et je suis de l'avis de Gourville, s'écria Fouquet en coupant court à la discussion par son opinion, qui devait nécessairement dominer toutes les autres. 1,5 million, grommela Pélisson. Pardieu, je sais une fable indienne. Contez-la moi, dit La Fontaine. Je dois la savoir aussi. La tortue avait une carapace, dit Pélisson. Elle se réfugiait là-dedans quand ses ennemis la menaçaient. Un jour, quelqu'un lui dit « Vous avez bien chaud l'été dans cette maison-là, et vous êtes bien empêché de montrer vos grâces. Voilà la couleuvre qui vous donnera 1,5 million de votre écaille. » Bon, fit le surintendant en riant. Après, fit La Fontaine, intéressé par l'apologue bien plus que par la moralité. La tortue vendit sa carapace et resta nue. Un vautour la vit, il avait faim. Il lui brisa les reins d'un coup de bec et la dévora. « Oh, me tous d'Eloi, dit Conrart, que monsieur Fouquet fera bien de garder sa robe. » La Fontaine prit la moralité au sérieux. « Vous oubliez Échille, dit-il à son adversaire. Qu'est-ce à dire? Échille le chauve. Après, Échille, dont un vautour, votre vautour probablement, grand amateur de tortues, prit d'en haut le crâne pour une pierre et lança sur ce crâne une tortue toute blottie dans sa carapace. « Eh, mon Dieu, La Fontaine a raison, reprit Fouquet, devenu pensif. Tout vautour, quand il a faim de tortue, c'est bien leur briser gratis l'écaille. Trop heureuses les tortues dont une couleuvre paie l'enveloppe 1,5 million. Qu'on m'apporte une couleuvre généreuse comme celle de votre fable, Pélisson, et je lui donne ma carapace. »« Rara avis in terris, s'écria Conrart. « Et semblable à un cygne noir, n'est-ce pas ?» ajouta La Fontaine. « Eh bien, oui, précisément, un oiseau tout noir et très rare. Je l'ai trouvé. »« Vous avez trouvé un acquéreur pour ma charge de procureur ?» s'écria Fouquet. « Oui, monsieur. »« Mais monsieur le surintendant n'a jamais dit qu'il dût vendre, » reprit Pélisson. « Pardonnez-moi, vous-même, vous en avez parlé, » dit Conrart. « J'en suis témoin, » fit Gourville. « Il tient au beau discours qu'il me fait, » dit en riant Fouquet. « Cet acquéreur, voyons, La Fontaine. Un oiseau tout noir, un conseiller au Parlement, un brave homme, qui s'appelle Vanel. »« Vanel ?» s'écria Fouquet. « Vanel, le mari de… » »« Précisément, son mari. Oui, monsieur. »« Ce cher homme, » dit Fouquet avec intérêt, « il veut être procureur général ?»« Il veut être tout ce que vous êtes, monsieur, » dit Gourville, « et faire absolument ce que vous avez fait. »« Oh, mais c'est bien réjouissant. Contez-nous donc cela, La Fontaine. »« C'est tout simple. Je le vois de temps en temps. Tantôt je le rencontre. Il flânait sur la place de la Bastille, précisément vers l'instant où j'allais prendre le petit carrosse de Saint-Mandé. »« Il devait guetter sa femme, bien sûr, » interrompit Loret. « Oh, mon Dieu, non, » dit simplement Fouquet. « Il n'est pas jaloux. »« Il m'aborde donc, m'embrasse, me conduit au cabaret de l'Image Saint-Fiacre et m'entretient de ses chagrins. »« Il a des chagrins ? » ?»« Oui, sa femme lui donne de l'ambition. »« Et il vous dit qu'on lui a parlé d'une charge au Parlement, que le nom de M. Fouquet a été prononcé, que, depuis ce temps, Madame Vanel rêve de s'appeler Madame la procureuse générale,
et qu'elle en meure toutes les nuits qu'elle n'en rêve pas. Pauvre femme, dit Fouquet. Attendez, Conrart me dit toujours que je ne sais pas faire les affaires. Vous allez voir comment je menais celle-ci. Voyons. Savez-vous, dis-je à Vanel, que c'est cher, une charge comme celle de M. Fouquet? Combien à peu près, fit-il. M. Fouquet en a refusé 1700 000 livres. Ma femme, répliqua Vanel, avait mis cela aux environs de 1400 000. Content, lui fis-je. Oui, elle a vendu un bien en Guienne, elle a réalisé. C'est un joli lot à toucher d'un coup, dit sentencieusement l'abbé Fouquet, qui n'avait pas encore parlé. Cette pauvre dame Vanel, murmura Fouquet. Pélisson haussa les épaules. Un démon, dit-il bas à l'oreille de Fouquet. Précisément. Il serait charmant d'employer l'argent de ce démon à réparer le mal que s'est fait pour moi un ange. Pélisson regarda d'un air surpris Fouquet, dont les pensées se fixaient, à partir de ce moment, sur un nouveau but. « Eh bien, demanda La Fontaine, ma négociation. »« Admirable, cher poète. »« Oui, dit Gourville, mais elle se vante d'avoir envie d'un cheval qui n'a pas seulement de quoi payer la bride. » Le Vanel se dédirait si on le prenait au mot, continua l'abbé Fouquet. Je ne crois pas, dit La Fontaine. Qu'en savez-vous? C'est que vous ignorez le dénouement de mon histoire. Ah? S'il y a un dénouement, dit Gourville, pourquoi flâner en route? Saint-Père ad adventum, n'est-ce pas cela? Dit Fouquet, du ton d'un grand seigneur qui se fourvoie dans les barbarismes. Les latinistes battirent des mains. Mon dénouement, s'écria La Fontaine, c'est que Vanel, ce tenace oiseau, sachant que je venais à Saint-Mandé, m'a supplié de l'emmener. Oh oh! Et de le présenter, s'il était possible, à monseigneur. En sorte qu'il est là, sur la pelouse du Bel Air, comme un scarabée. Vous dites cela, Gourville, à cause des antennes, mauvais plaisant. Eh bien, monsieur Fouquet, eh bien, il ne convient pas que le mari de madame Vanel s'enrhume hors de chez moi. Envoyez-le quérir, La Fontaine, puisque vous savez où il est. J'y cours moi-même. Je vous y accompagne, dit l'abbé Fouquet. Je porterai les sacs. Pas de mauvaise plaisanterie, dit sévèrement Fouquet. Que l'affaire soit sérieuse, si affaire il y a. Tout d'abord, soyons hospitaliers. Excusez-moi bien, La Fontaine, auprès de ce galant homme, et dites-lui que je suis désespéré de l'avoir fait attendre, mais que j'ignorais qu'il fût là. La Fontaine était déjà parti. Par bonheur, Gourville l'accompagnait, car, tout entier à ses chiffres, le poète se trompait de route et courait vers Saint-Maur. Un quart d'heure après, M. Vanel fut introduit dans le cabinet du surintendant, ce même cabinet dont nous avons donné la description et les aboutissants au commencement de cette histoire. Fouquet, le voyant entrer, appela Pélisson et lui parla quelques minutes à l'oreille. « Retenez bien ceci, lui dit-il, que toute l'argenterie, que toute la vaisselle, que tous les joyaux soient emballés dans le carrosse. Vous prendrez les chevaux noirs. L'orfèvre vous accompagnera. Vous reculerez le souper jusqu'à l'arrivée de madame de Bellière. »« Encore faut-il que madame de Bellière soit prévenue, dit Pélisson. »« Inutile, je m'en charge. »« Très bien. Allez, mon ami. » Pélisson partit, devinant mal, mais confiant, comme sont tous les vrais amis, dans la volonté qu'il subissait. Là est la force des âmes d'élite. La défiance n'est faite que pour les natures inférieures. Vanel s'inclina donc devant le surintendant. Il allait commencer une harangue. « Asseyez-vous, monsieur, lui dit civilement Fouquet. Il me paraît que vous voulez acquérir ma charge ? Monseigneur, combien pouvez-vous m'en donner ? C'est à vous, monseigneur, de fixer le chiffre. Je sais qu'on vous a fait des offres. Madame Vanel, m'a-t-on dit, l'estime 1400 000 livres. C'est tout ce que nous avons. Pouvez-vous donner la somme tout de suite ? Je ne l'ai pas sur moi, dit naïvement Vanel, effaré de cette simplicité, de cette grandeur, lui qui s'attendait à des luttes, à des finesses.
à des marches d'échiquier. Quand l'aurez-vous ? Quand il plaira à monseigneur. Et il tremblait que Fouquet ne se jouât de lui. Ce n'était pas la peine de retourner à Paris ? Je vous dirai tout de suite. Oh, monseigneur. Mais, interrompit le surintendant, mettons le solde et la signature à demain matin. Soit, répliqua Vanel, glacé, abasourdi. 6 heures, ajouta Fouquet. 6 heures, répéta Vanel. Adieu, monsieur Vanel. Dites à madame Vanel que je lui baise les mains. Et Fouquet se leva. Alors Vanel, à qui le sang montait aux yeux et qui commençait à perdre la tête, « Monseigneur, dit-il sérieusement, est-ce que vous me donnez parole ?» Fouquet tourna la tête. « Pardieu, dit-il, et vous ?» Vanel hésita, frissonna et finit par avancer timidement sa main. Fouquet ouvrit et avança noblement la sienne. Cette main loyale s'imprégna une seconde de la moiteur d'une main hypocrite. Vanel serra les doigts de Fouquet pour se mieux convaincre. Le surintendant dégagea doucement sa main. « Adieu, dit-il. » Vanel courut à reculons vers la porte, se précipita par les vestibules et s'enfuit. Pélisson introduisit cet homme dans le cabinet que Fouquet n'avait pas encore quitté. Le surintendant remercia l'orfèvre d'avoir bien voulu lui garder comme un dépôt ses richesses qu'il avait le droit de vendre. Il jeta les yeux sur le total des comptes qui s'élevait à 1300 000 livres. Puis, se plaçant à son bureau, il écrivit un bon de 1400 000 livres, payable à vue à sa caisse, avant midi le lendemain. « 100 000 livres de bénéfices !» s'écria l'orfèvre. « Ah, monseigneur, quelle générosité !»« Non pas, monsieur, » dit Fouquet en lui touchant l'épaule. « Il est des politesses qui ne se payent jamais. Le bénéfice est à peu près celui que vous eussiez fait, mais il reste l'intérêt de votre argent. » En disant ces mots, il détachait de sa manchette un bouton de diamant que ce même orfèvre avait bien souvent estimé 3000 pistoles. « Prenez ceci en mémoire de moi, » dit-il à l'orfèvre, « et adieu. Vous êtes un honnête homme. »« Et vous » s'écria l'orfèvre, touché profondément. « Vous, monseigneur, vous êtes un brave seigneur. » Fouquet fit passer le digne orfèvre par une porte dérobée. Puis il alla recevoir madame de Bellière, que tous les conviés entouraient déjà. La marquise était belle toujours, mais ce jour-là, elle resplendissait. « Ne trouvez-vous pas, messieurs, dit Fouquet, que madame est d'une beauté incomparable ce soir ? Savez-vous pourquoi ? » « Parce que madame est la plus belle des femmes, dit quelqu'un. Non, mais parce qu'elle en est la meilleure. Cependant, dit la marquise en souriant. Cependant, tous les joyaux que porte madame ce soir sont des pierres fausses. Elle rougit. Chapitre 136. La vaisselle et les diamants de madame de Bellière. À peine Fouquet eut-il congédié Vanel qu'il réfléchit un moment. On ne saurait trop faire, dit-il, pour la femme que l'on a aimée. Marguerite désire être procureuse. Pourquoi ne lui pas faire ce plaisir ? Maintenant que la conscience la plus scrupuleuse ne saurait rien me reprocher, pensons à la femme qui m'aime. Madame de Bellière doit être là. Il indiqua du doigt la porte secrète. S'étant enfermé, il ouvrit le couloir souterrain et se dirigea rapidement vers la communication établie entre la maison de Vincennes et sa maison à lui. Il avait négligé d'avertir son amie avec la sonnette, bien assuré qu'elle ne manquait jamais au rendez-vous. En effet, la marquise était arrivée. Elle attendait. Le bruit que fit le surintendant l'avertit. Elle accourut pour recevoir par-dessous la porte le billet qui lui passa. « Venez, marquise, on vous attend pour souper. » Heureuse et active, madame de Bellière gagna son carrosse dans l'avenue de Vincennes et elle vint tendre sa main sur le perron à Gourville qui, pour mieux plaire au maître, guettait son arrivée dans la cour. Elle n'avait pas vu entrer, fumant et blanc d'écume, les chevaux noirs de Fouquet,
qui ramenait à Saint-Mandé Pélisson et l'orfèvre lui-même, à qui madame de Bélières avait vendu sa vaisselle et ses joyaux. « Oh oh !» s'écrièrent tous les convives. « On peut dire cela sans crainte d'une femme qui a les plus beaux diamants de Paris. »« Eh bien, dit tout bas Fouquet à Pélisson. »« Eh bien, j'ai enfin compris, répliqua celui-ci, et vous avez bien fait. »« C'est heureux, fit en souriant le surintendant. »« Monseigneur est servi, cria majestueusement Vatel. Le flot des convives se précipita moins lentement qu'il n'est d'usage dans les fêtes ministérielles vers la salle à manger, où les attendait un magnifique spectacle. Sur les buffets, sur les dressoirs, sur la table, au milieu des fleurs et des lumières, brillait à éblouir la vaisselle d'or et d'argent la plus riche qu'on pût voir. C'était un reste de ces vieilles magnificences que les artistes florentins, amenés par les Médicis, avaient sculptées, ciselées, fondues pour les dressoirs de fleurs, quand il y avait de l'or en France. Ces merveilles cachées, enfouies pendant les guerres civiles, avaient reparu timidement dans les intermittences de cette guerre de bon goût qu'on appelait la Fronde, alors que seigneurs se battant contre seigneurs se tuaient mais ne se pillaient pas. Toute cette vaisselle était marquée aux armes de madame de Bélières. « Tiens !» s'écria La Fontaine, « un P et un B. » Mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'était le couvert de la marquise, à la place que lui avait assignée Fouquet. Près de lui s'élevait une pyramide de diamants, de saphirs, d'émeraudes, de camées antiques. La sardoine gravée par les vieux Grecs de l'Asie mineure avec ses montures d'or de Mysie, les curieuses mosaïques de la vieille Alexandrie montées en argent, les bracelets massifs de l'Égypte de Cléopâtre jonchaient un vaste plat de Palissy, supporté sur un trépied de bronze doré, sculpté par Benvenuto. La marquise pâlit en voyant ce qu'elle ne comptait jamais revoir. Un profond silence, précurseur des émotions vives, occupait la salle engourdie et inquiète. Fouquet ne fit pas même un signe pour chasser tous les valets chamarrés qui couraient, abeilles pressées, autour des vastes buffets et des tables d'office. « Messieurs, dit-il, cette vaisselle que vous voyez appartenait à madame de Bélières, qui, un jour, voyant un de ses amis dans la gêne, envoya tout cet or et tout cet argent chez l'orfèvre avec cette masse de joyaux qui se dresse là devant elle. Cette belle action d'une amie devait être comprise par des amis tels que vous. Heureux l'homme qui se voit aimer ainsi. Buvons à la santé de madame de Bélières. » Une immense acclamation couvrit ces paroles et fit tomber muette, pâmée sur son siège, la pauvre femme qui venait de perdre ses sens, pareille aux oiseaux de la Grèce qui traversaient le ciel au-dessus de l'arène à Olympie. « Et puis, ajouta Pélisson, que toute vertu touchait, que toute beauté charmait, buvons un peu aussi à celui qui inspira la belle action de madame, car un pareil homme doit être digne d'être aimé. » Ce fut le tour de la marquise. Elle se leva pâle et souriante, tendit son verre avec une main défaillante dont les doigts tremblants frottèrent les doigts de Fouquet, tandis que ses yeux mourants encore allaient chercher tout l'amour qui brûlait dans ce généreux cœur. Commencé de cette héroïque façon, le souper devint promptement une fête. Nul ne s'occupa plus d'avoir de l'esprit, personne n'en manqua. La Fontaine oublia son vin de Gorny et permit à Vatel de le réconcilier avec les vins du Rhône et ceux d'Espagne. L'abbé Fouquet devint si bon que Gourville lui dit « Prenez garde, monsieur l'abbé, si vous êtes aussi tendre, on vous mangera. » Les heures s'écoulèrent ainsi joyeuses et secouant des roses sur les convives. Contre son ordinaire, le surintendant ne quitta pas la table avant les dernières largesses du dessert. Il souriait à la plupart de ses amis, ivre comme on l'est quand on a enivré le cœur avant la tête, et, pour la première fois, il venait de regarder l'horloge. Soudain, une voiture roula dans la cour, et on l'entendit, chose étrange, au milieu du bruit et des chansons. Fouquet dressa l'oreille, puis il tourna les yeux vers l'antichambre. Il lui sembla qu'un pas y retentissait, et que ce pas,
au lieu de fouler le sol, pesait sur son cœur. Instinctivement, son pied quitta le pied que madame de Bélières appuyait sur le sien depuis 2 heures. « Monsieur d'Herblay, évêque de Vannes !» cria l'huissier. Et la figure sombre et pensive d'Aramis apparut sur le seuil, entre les débris de 2 guirlandes dont une flamme de lampe venait de rompre les fils.